c'est que j'ai été quelqu'un qui, dans ses fonctions, notamment comme recteur d'académie, a été à la fois en charge de l'organisation de l'enseignement des langues, mais qui y a peut-être plus que d'autres accordé beaucoup d'importance, peut-être d'ailleurs parce que j'ai eu la chance de diriger des académies qui avaient des positions géographiques singulières. Je pense par exemple à l'Académie de Strasbourg, mais également l'Académie de Toulouse dans un contexte un peu différent, ou encore plus récemment l'Académie d'Aix-Marseille, toutes académies qui ont des frontières, si je puis dire, avec des pays voisins, et pour qui la question linguistique, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante pour les autres, mais qui a peut-être encore plus d'importance qu'ailleurs. Par ailleurs, les fonctions que j'ai exercées à l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, m'ont aussi évidemment beaucoup interpellé sur ce qu'il en est des langues, du multilinguisme, et en particulier autour des questions tournant autour de la francophonie elle-même. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est peut-être un petit retour en arrière sur les compétences en langue. Il me semble d'ailleurs, moi je fais partie d'une génération où il n'existait pas du tout cette notion de compétence en langue, où l'enseignement des langues était peut-être plus, je dirais, à usage culturel, en tout cas en France, qu'à usage pratique. J'ai des souvenirs notamment de jeunesse où, me comparant avec un ami allemand, je me désespérais de ne pas être aussi fluide en langue étrangère que l'était mon ami. Inversement, j'avais une culture, notamment la littérature allemande, qui n'avait pas d'équivalent chez mon ami. Je crois qu'une des choses qui a beaucoup changé depuis quelques années, et pour ma part, je suis très heureux que ça ait évolué dans ce sens, cela a été non pas évidemment de renoncer à- à cette connaissance de la culture, plus généralement d'un pays étranger, mais je pense que l'accent mis, notamment à travers le cadre européen de compétences, sur la pratique de la langue, à la fois en termes de compréhension et en termes d'expression, aussi bien à l'écrit à l'oral, est un acquis très important qui donne à la compétence en langue un élément que je crois absolument essentiel, surtout encore une fois si on considère ce qu'il en est des générations aujourd'hui et de la nécessité pour elles de bouger, de circuler, notamment non seulement en Europe, mais je dirais dans le monde. Alors de ce point de vue, je suis donc évidemment un grand partisan de cela, et à travers les différentes expériences que j'ai pu avoir, je peux en décrire quelques-unes qui illustrent peut-être mon propos. Je voudrais dire à quel point, pour moi, l'enseignement en langue est essentiel, ne serait-ce que par ce constat élémentaire qui tombe presque sous le sens, c'est que parler une langue, la comprendre, euh, lire tout ce qu'elle produit, tout ce qu'elle a produit, c'est de s'ouvrir à l'altérité, tout simplement. C'est d'une certaine façon élargir sa conception du monde. C'est à travers cela découvrir aussi d'autres mondes et avoir cette curiosité-là. Je pense que sans connaissance d'autres langues, on a évidemment beaucoup plus de mal à se dire qu'il existe autre chose que son propre univers. Et par ailleurs, et ça c'est un point pour moi très important, je suis absolument convaincu, y compris à titre personnel d'ailleurs, que l'acquisition d'autres langues que la sienne, d'autres langues que la langue maternelle ou que la langue première, comme on dit parfois, euh, est un élément essentiel dès le plus jeune âge euh, pour faciliter ce que j'appellerais volontiers l'agilité intellectuelle. Euh, une agilité qui porte sur absolument tous les domaines et qui ne se limite pas simplement à la capacité de s'exprimer ou de comprendre une autre langue. Euh, Ça, je crois que c'est un élément essentiel que j'ai pu tester, je dirais, dans mon expérience,
Et je dis très nettement que je crois que c'est d'autant plus vrai que l'on commence très tôt. Je le dis volontiers parce que, vous le savez mieux que personne, il y a eu pendant longtemps, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais pendant longtemps, cette idée que l'apprentissage d'une autre langue que la langue première, que la langue maternelle, que la langue française, en l'occurrence, si on parle de la France, pouvait être un handicap, comme si, d'une certaine manière, le cerveau d'un enfant était, était fait de telle sorte que si on mettait un peu trop d'une autre langue que la langue française, euh, le français de cet enfant en serait en quelque sorte amoindri. Bon. Et je crois que cette conception qui valait encore il n'y a pas si longtemps, notamment chez les instituteurs, professeurs des écoles aujourd'hui, mais disons ceux qui enseignaient dans l'enseignement primaire, voire dès la maternelle, parce que ce que je suis en train de dire, je le crois, vaut pour, aussi bien pour les classes pré-primaires. Cette idée-là, cette conception, je dirais, de l'enseignement valait tellement que lorsque j'ai été amené à créer un enseignement bilingue en Alsace, sur un modèle que je décrirai dans un instant éventuellement, c'est-à-dire un enseignement très précoce de l'allemand, eh bien, je me suis heurté pendant un certain temps à une hostilité non négligeable de la part d'un certain nombre de maîtres. Et donc, pour résumer en quelques mots, je décrirais assez volontiers, comme je viens de le faire, les avantages de ces compétences acquises en langue. Et je le répète, à mon sens, plus c'est tôt, mieux c'est. Et je le dis parce que nous sommes dans un pays où on a, pour la raison même que je viens d'indiquer, longtemps pensé que l'apprentissage d'une langue étrangère ne devait commencer que, en gros, à l'adolescence, pour simplifier. Bon. Personnellement, je crois absolument le contraire. Je crois le contraire et je pourrais donner des milliers d'exemples sur ce sujet. Et puis, je rajouterai un dernier élément qui plaide en faveur de ces compétences en langue, c'est que, d'une certaine façon, c'est aussi la meilleure manière de lutter contre l'uniformisation culturelle. C'est une chose enfin, que l'on doit dire en tout cas, même si on ne dit pas toujours. Je pense que l'apprentissage des langues, c'est une façon pour nous, non seulement d'accès à l'altérité dont je parlais à l'instant, mais quelque chose qui est même plus profondément, enfin, qui a des conséquences politiques considérables, c'est lutter contre la tentation d'un monde s'uniformisant culturellement. Et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai été recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, donc était un des acteurs est amené à jouer un rôle important pour la promotion de la langue française. Et je suis pour ma part convaincu que se battre pour la langue française, faire en sorte qu'elle existe comme elle devrait le faire, c'est une façon, en fait, de se battre pour toutes les autres langues qui risqueraient d'être laminées, en quelque sorte. Vous savez, des gens qui ont écrit des choses terribles sur la disparition des langues, qui est un phénomène absolument effroyable aujourd'hui. Beaucoup de langues disparaissent à des rythmes qui, dans certaines contrées, sont impressionnants. Et donc, plus on fera en sorte de maintenir ce patrimoine culturel, mieux on se portera, précisément parce qu'il est la richesse du monde. Alors, c'est des sujets qui nous atteindraient très loin, parce que, notamment vers des continents où il y a encore, heureusement, beaucoup de langues qui existent, mais dont certaines pourraient être menacées précisément parce que les conditions à la fois politiques et culturelles ne sont pas réunies. Je pense en particulier à un continent qui m'intéresse beaucoup, qui est l'Afrique, hein, un continent dont on estime qu'il existe encore à peu près 2000 langues vivantes, ce qui est évidemment considérable, mais dont on voit en pratique que
beaucoup d'entre elles risquent d'être laminées par une présence de langues dominantes, si l'on peut dire, liées en grande partie d'ailleurs aux empires coloniaux, et qui font que bien souvent, les langues, y compris les langues enseignées, puisque d'enseignements sont en fait délivrés dans les langues dominantes, justement, et pas du tout dans la langue locale, peuvent avoir des effets considérablement négatifs sur l'apprentissage des enfants. Je ferme la parenthèse, mais c'est un sujet qui est, je crois, tout à fait essentiel si l'on croit en tout cas à la portée et à l'importance des patrimoines culturels plus généralement. Alors, je reviens peut-être à quelques expériences concrètes que j'ai pu vivre et qui illustrent mon propos. Notamment, la première qui me vient à l'esprit, c'est cette expérience que j'ai eue quand j'étais recteur de l'Académie de Strasbourg, où, sur des bases qui avaient en partie déjà été d'ailleurs élaborées par mon prédécesseur, le recteur Pierre Deyon, j'ai considéré qu'il était important que l'on puisse développer en Alsace, dans cette région très particulière, à l'histoire et à la géographie très particulière, qu'on puisse proposer aux élèves dans l'enseignement public une filière d'enseignement bilingue, mais bilingue en un sens plein, le plus plein possible, je dirais, par rapport à ce que notre système éducatif autorise aujourd'hui, c'est un système d'enseignement se faisant moitié en français, moitié en allemand. Donc avec une répartition des disciplines, bon, pour certaines disciplines c'était facile, mais une répartition des disciplines consacrant autant de temps à l'enseignement en français qu'à l'enseignement en allemand. Alors évidemment, c'est une gageure un peu difficile à relever, mais qui était en même temps un pari absolument passionnant, mais qui était facilité par, je dirais, au fond, les caractéristiques de cette région, puisque enseigner l'allemand, c'était au fond répondre à une sorte de triple défi. C'était d'abord, d'une certaine façon, contribuer à préserver le patrimoine régional, à partir du moment où on accepte l'idée que l'alsacien, dans différentes variantes d'ailleurs, parce que ce n'est pas le même alsacien au nord de l'Alsace et au sud, euh, reposer sur une même langue de base, qui est la langue allemande, dont elle est, d'une certaine manière, est une variante. Et donc, cet enseignement bilingue français-allemand, c'est le premier élément de sa justification, c'était ça, c'était cette préservation du patrimoine culturel alsacien, la langue de référence de l'alsacien étant considérée comme l'allemand. Et puis en même temps, c'était bien sûr la langue du pays voisin, enfin, des pays voisins, pourrait même dire, puisque non seulement l'Allemagne, mais aussi une partie de la Suisse, l'Autriche, qui n'était pas non plus si loin, et donc de pays voisins, dont je rappelle d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas toujours, que c'est quand même la langue qui a le plus grand nombre de locuteurs en Europe aujourd'hui, hein, surtout maintenant que la Grande-Bretagne a quitté l'Europe. Bon. Donc ça, c'était le deuxième élément qui permettait notamment à beaucoup de jeunes de se déplacer plus facilement, y compris sur le plan professionnel d'ailleurs, dans ce grand espace qu'on appelle l'espace rhénan, qui tourne, comme son nom l'indique, du bassin du Rhin, et par là même d'ailleurs de disposer d'opportunités professionnelles beaucoup plus importantes. Et puis le troisième élément, bien sûr, c'était que l'allemand, c'est aussi une très grande langue internationale dont on ne finirait pas de citer les productions, de point de vue non seulement littéraire, philosophique, musical, scientifique, enfin bref, une grande langue internationale. Et donc, créer cet enseignement bilingue, c'était une façon de dire, ben, on va tenter ça, en quelque sorte, de marier, au fond, ces des cultures, et à travers cela, marier des régions, marier des histoires. Et donc, c'est ce que nous avons entrepris, et avec une démarche systématique qui consistait d'abord à se dire, on va commencer très tôt. On va commencer dès la maternelle.
Parce que, je répète, hein, la conviction était qu'il n'y avait pas de raison de considérer, enfin, il y avait au contraire toutes les raisons de considérer que plus tôt on commençait, mieux c'était. Et de le faire avec un souci de continuité dans la construction du système. C'est-à-dire, on simplifiait, on commençait par la petite section, puis l'année d'après, on enchaînait sur la moyenne section, puis les grandes sections. Bon. Et donc de construire pas à pas un système, de manière d'ailleurs à pouvoir l'évaluer en permanence, de pouvoir tirer les leçons, parce que c'est vrai, quand on démarre une affaire pareille, ça prend du temps, et puis on fait toujours beaucoup d'erreurs, donc il faut pouvoir évaluer tout ça. Et de le construire donc pas dans cette idée de continuité. Donc au départ, nous sommes partis assez modestement, je dirais, avec quelques dizaines d'écoles. Et puis petit à petit, nous avons construit ce système. J'ai eu la chance d'ailleurs de rester assez longtemps dans l'académie pour faire en sorte d'arriver jusqu'à la fin du primaire et la construction du collège, le passage au collège. Et puis mes successeurs ont pris le relais. Mais ça nous a permis de construire ainsi ce système pas à pas, en s'efforçant chaque fois de le construire, je dirais aussi organisationnellement, pas simplement sur le plan pédagogique, pas simplement, ce qui est évidemment essentiel. Sur le plan pédagogique, d'ailleurs, je suis pour ma part de ceux qui pensent, parfois contestés, mais moi je suis de ceux qui pensent, surtout aux plus jeunes âges, maternelle et au moins une bonne partie du primaire, où il est important d'avoir un principe qui est celui de mettre une langue. C'est-à-dire de faire en sorte que les enfants, surtout à cet âge-là, puissent beaucoup plus facilement assimiler en quelque sorte une langue et un maître. Alors c'est pas toujours possible parce que le premier constat qu'on fait, c'est qu'il faut d'abord des maîtres capables d'enseigner maintenant. Vous qui êtes professeur de langue, vous savez que c'est pas forcément si simple. On avait la chance en Alsace d'avoir un certain nombre de compétences existantes. Et donc, ça nous a permis de... Mais ça a été un des plus gros problèmes que nous avons rencontrés, ça a été le recrutement des maîtres. L'autre problème étant que forcément ça coûte plus cher, ça peut coûter plus cher à partir du moment où vous dédoublez en quelque sorte les classes, sauf si vous arrivez au bout d'un certain temps à organiser les choses de manière à ce que les gens continuent à faire un temps plein, mais je dirais par demi-classe. Enfin, pas rentrer dans des aspects trop techniques, mais c'est évidemment quelque chose qui était important parce que si on voulait être réaliste en même temps, il fallait construire un système qui soit faisable, en tout cas qui financièrement, si vous voulez, puisse tenir la route en quelque sorte et tenir la route sur le long terme, puisqu'au final de ce que je vous décris, eh bien, nous sommes maintenant dans un système qui est maintenant pratiqué par des dizaines de milliers d'élèves et qui conduit jusqu'au bac, hein, qui conduit jusqu'au bac et notamment y compris d'ailleurs double baccalauréat, à la fois bac allemand et bac français. Donc ça, c'est un premier exemple que je cite volontiers parce que, en outre, l'évaluation que nous avons pu faire pas à pas, année après année, et j'avais tenu en particulier à mettre en place un comité d'évaluation de cette expérience, nous a permis de voir que les compétences des enfants à tout âge étaient en grande partie améliorées grâce à cet enseignement bilingue, y compris dans des milieux sociaux qui n'étaient pas forcément les plus aptes. Alors au début, on se posait la question, parce qu'au début, il est vrai qu'on avait pas mal de militants qui étaient très engagés dans cette volonté de développer un système d'enseignement bilingue. Et puis, au fil du temps, au fur et à mesure que le réseau de cet enseignement bilingue s'est étoffé, eh bien, on s'est aperçu que, bon, et qui commençait à concerner des milieux socialement tout à fait défavorisés en grande partie, on a pu constater que cette agilité intellectuelle dont je parlais tout à l'heure, grâce à l'enseignement bilingue, eh bien, était tout à fait partagée, même par des enfants qui n'étaient pas des héritiers. Voilà, donc c'était quelque chose qui m'a
encore davantage convaincu que cette agilité intellectuelle, grâce à cet enseignement bilingue, pouvait avoir des effets positifs et sur le français, et sur les mathématiques, et sur d'autres disciplines. Donc c'est pour cela que j'en suis un avocat vraiment très convaincu. Voilà, et puis peut-être parce que je vois que l'heure tourne, j'ai eu l'occasion de, de répéter d'une certaine manière un peu ce type d'expérience qui est évidemment très singulière, mais qui, avec l'échelle qu'elle a atteint maintenant en Alsace, ne l'est plus tout à fait, au sens où c'est plus une expérience ponctuelle, c'est un système développé. Évidemment, pour le reste, j'ai eu maintes fois l'occasion dans mes expériences de recteur d'avoir à tester chaque fois la pertinence de cet enrichissement grâce aux compétences en langue de notre système éducatif. Bon, alors ça renvoie à d'autres sujets qu'on n'aura pas le temps évidemment de traiter ici, mais qui sont liés à la façon dont, dans l'offre de production de l'enseignement public, et je tiens beaucoup à cette idée d'offre d'enseignement public, euh, il est possible, souhaitable, voire indispensable, je dirais, d'instaurer de telles classes, alors pas forcément de l'enseignement bilingue à parité, comme j'en ai parlé pour l'Alsace, mais avec des conditions évidemment d'une autre nature, de, de, de pousser le plus loin possible, en tout cas, cette appropriation par les enfants de ce patrimoine culturel le plus large possible. C'est d'autant plus important que, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler des fois, que dans certains milieux, en milieu par exemple en réseau d'éducation prioritaire ou dans les lycées professionnels, bien souvent les élèves sont le plus démunis parce qu'ils n'ont pas, ils ont moins que d'autres l'occasion de se rendre à l'étranger, de fréquenter d'autres cultures que la leur. Et on se rend compte à quel point, à chaque fois qu'on encourage par tous les moyens possibles, et notamment grâce à ceux que fournit de plus en plus l'Europe, et il faut s'en réjouir, chaque fois parfois même en forçant un peu les jeunes eux-mêmes, chaque fois on leur offre l'occasion d'aller faire un séjour à l'étranger, par exemple pour un lycéen professionnel, moi, chaque fois, j'ai constaté que le jeune qui revenait, après quelques semaines, n'était plus le même que celui qui était parti. Et c'est quelque chose, je crois, qui, qui est d'autant plus frappant que c'est vraiment une caractéristique de ces enfants ou de ces jeunes, ados ou un peu plus grands, que de découvrir, grâce à ces simples voyages à l'étranger et grâce à cette compétences, même très modestes, qu'ils ont acquises à travers l'enseignement des langues, de, de connaître une telle transformation. Pour ma part, j'en ai rarement connu. Alors, il n'y a pas que la langue, bien sûr. Il y a aussi tout simplement le fait d'aller ailleurs, de découvrir d'autres mondes, euh, y compris, par exemple, lorsqu'on on a la chance de pouvoir offrir un séjour de type professionnel, un enseignement au lycée professionnel. Ben voilà, tout cela forme un tout et me font dire avec vraiment beaucoup de conviction et beaucoup de certitude que c'est peut-être un des éléments les plus importants, bien que souvent trop méconnus, que de réussir cette ouverture sur d'autres mondes, d'autres jeunes. Et peut-être pour terminer, un mot sur mon expérience à l'Agence universitaire de la francophonie pour dire que tout ce que j'ai pu entreprendre pendant ce mandat-là m'a convaincu là aussi que des questions qui étaient essentielles, puisque l'Agence universitaire de la francophonie, ce n'est rien d'autre qu'un réseau d'universités qui, en théorie, partagent la même langue, mais qui, pour beaucoup d'entre elles, ne partagent pas ou très peu le français.
Mais c'est d'abord un réseau qui est un réseau, je dirais, de solidarité interuniversitaire, qui fait que ce qui est important, c'est de traiter les problèmes universitaires qui se posent dans tous les pays et de le faire à la lueur d'une expérience qui est portée justement par une langue, par une culture. Donc ce n'est pas, comment dirais-je, inciter je ne sais quel établissement à parler systématiquement français, mais c'est plutôt profiter de ce qu'apporte la langue française, les capacités d'échange, les expériences fournies à travers pas simplement la France, mais tous les pays qui partagent cette langue, et d'y manifester cette solidarité-là. Et c'est une façon pour moi de dire que, au fond, ce qu'il y a d'important dans les compétences en langue, au-delà de l'apprentissage lui-même de la langue, de la découverte de la culture qui va avec, ce qui est important, c'est de faire de la langue quelque chose qui soit vivant, qui serve à quelque chose, qui ne soit pas simplement, je dirais, une abstraction, mais qui soit une façon d'être encore plus présent au monde. Et c'est une façon de terminer au fond sur la question que vous avez posée au début. Et de ce point de vue, c'est un atout considérable dans tout trajet professionnel. Même si on reste dans son pays, même si on reste dans sa région, c'est simplement parce que ça, c'est déjà une autre façon de s'ouvrir, une autre façon de comprendre, et par conséquent, je le répète, une autre façon d'être vivant et présent au monde.